Bon, le stagiaire est encore en train de travailler. Je vais encore devoir faire ma commande chez Jaffy moi-même. Ça ne se fait pas de demander son âge et son poids à une jeune fille. Rentrons-les quand même. Personne n'en saura jamais rien. Oh là là, je suis très active. Bon, disons la vérité là aussi. Mais il y en a des questions, maladies, sensibilité, allergies, et même si je suis une morphale, avec toutes ces informations à mon sujet, j'aurai le repas parfait. A few moments later. Entrez. Tricotine, un colis pour toi. Merci, stagiaire. Je ne suis pas ton stagiaire. Mais c'est ma commande Jaffy. Grâce à Jaffy, je commande en ligne et Jaffy personnalise la composition de mon alimentation en fonction de mon âge et de mon poids, avec tout plein de protéines et d'aliments naturels. Et je reçois le tout à la maison au rythme que je choisis. Comme ça, plus besoin d'envoyer le stagiaire faire les courses, même si je suis tranquille pour travailler pendant son absence. En plus, pour mon menu de 23 jours en croquettes et terrines, j'en ai pour 12,10 €, livraison incluse. Alors si vous aussi vous voulez faire découvrir Jaffy à vos humains de compagnie, profitez vite de l'offre découverte avec mon code de réduction ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Comme ça, vous pourrez profiter d'une réduction de 60% sur l'offre découverte. Et en plus, recevez un sachet de friandises offert à vie. Et tout ça sans engagement. Et vous pouvez même mettre les livraisons sur pause ou résilier votre abonnement à tout moment. Les menus Jaffy existent aussi pour les chiens. Il va falloir que j'en parle à ma cousine Nala. Bon, les amis, je vous quitte. Maintenant, je vais aller manger mon goûter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Chasse Discute. Depuis l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen pour avoir détourné des fonds publics, beaucoup de choses ont été dites. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sébastien de la chaîne Vous avez le droit. Bonjour Sébastien. Bonjour Tricotine. Première question Sébastien, dans cette affaire, on a l'impression que les juges ont été particulièrement sévères. Que faut-il en penser? Excellente question Tricotine. Alors, non, les juges n'ont pas été sévères. Si les juges avaient été sévères, ils auraient appliqué le maximum des peines prévues par le code pénal, et Marine Le Pen serait aujourd'hui en prison. Elle sera en prison pour 10 ans, elle aurait été condamnée à 2 millions d'euros d'amende et à 10 ans d'inéligibilité. Au lieu de ça, comme vous le savez, la condamnation est de 4 ans de prison, dont 2 fermes avec sursis. Elle n'ira pas en prison puisque ces 2 ans fermes sont aménageables à domicile sous bracelet électronique. De plus, l'amende est de 100 000 € et l'inéligibilité est de 5 ans. On ne peut donc pas dire que les juges ont jugé à maxima dans cette affaire, c'est faux. On a entendu dire qu'il s'agissait d'une décision politique. Est-ce vrai? Alors attention, il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, cette décision a évidemment de grosses conséquences politiques, puisque Marine Le Pen est un des poids lourds du paysage politique français actuel. Mais d'autre part, ce n'est pas parce que sa condamnation a des conséquences politiques qu'il s'agit d'une décision politique. Ce sont deux choses différentes. Que cette condamnation fasse plaisir à ses adversaires politiques, c'est une évidence. Et que ça ne fasse pas plaisir à ses partisans, eh bien c'est une autre évidence. Mais en déduire que c'est une condamnation politique, c'est faux. Une décision de justice est fondée en droit, elle repose sur la loi. Une décision de justice, eh bien c'est du droit, c'est pas le résultat d'un sondage d'opinion. Et j'ajouterai autre chose, Tricotine, si vous le permettez. À plusieurs reprises, depuis quelques années, la justice a déjà condamné sans distinction, à des peines d'inéligibilité du personnel politique, de droite, du centre et de gauche, et même des membres du parti présidentiel. Certains trouvent la peine trop lourde. Comment expliquez-vous la sévérité de la condamnation? Par la gravité des faits. Et ce qui s'est passé au Front National, eh bien c'est quelque chose de grave, de très grave. L'instruction a démontré, les perquisitions effectuées dans les locaux du Front National ont démontré qu'il s'agissait d'un système organisé de détournement de fonds publics. À l'époque, le parti était dans une situation économique difficile. Et l'instruction a montré qu'il y a eu une volonté de détourner les fonds européens pour sauver financièrement le Front National. Il s'agissait de faire rémunérer par l'Union européenne des assistants qui travaillaient en fait pour le parti, au lieu de travailler pour les députés du parti. Et ça, c'est du détournement de fonds publics. Et donc tout cela a bien été prouvé lors du procès, c'est ça? Je vous donne quelques exemples qui démontrent que ces salariés ne travaillaient en aucun cas comme assistants parlementaires. Tout ça, ça vient de la procédure d'instruction. Par exemple,
Un garde du corps était auparavant rémunéré par le parti et il est devenu assistant parlementaire. Et comme tel, il a ensuite été rémunéré par le Parlement européen. Alors qu'en fait, il n'avait pas du tout changé de fonction entre-temps. Il a continué à exercer uniquement ses fonctions de garde du corps. Alors, je ne nie pas l'importance pour une femme politique de premier plan d'avoir un garde du corps, c'est quelque chose de normal. En revanche, c'était au parti de rémunérer ce garde du corps, c'était pas au Parlement européen. Et ça, eh bien, c'est du détournement de fonds publics. Autre exemple, une majordome qui est devenue soi-disant assistante parlementaire, mais qui n'a jamais cessé d'être uniquement majordome, eh bien là aussi, elle s'est mise à être rémunérée par le Parlement européen. Et là aussi, c'est du détournement de fonds publics. Les juges ont également retrouvé des courriers électroniques qui émanaient d'un des assistants parlementaires qui était soi-disant en fonction depuis quelques mois et qui demandait à rencontrer enfin son député en disant que ce serait peut-être bien de le rencontrer puisqu'il était censé travailler pour lui. Eh bien tout ça, c'était faire payer par le Parlement européen des salaires qui auraient dû continuer d'être payés par le parti. Et ça, c'est du détournement de fonds publics. Et c'est pour ça que Marine Le Pen et ses co-inculpés ont été condamnés. Merci Sébastien. Donc ça c'est pour la condamnation en elle-même. Mais qu'en est-il de la décision de prononcer également l'inéligibilité? Alors effectivement, Tricotine, l'inéligibilité est le point central de cette condamnation, d'autant plus qu'elle était assortie de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que, malgré l'appel formé par Marine Le Pen, son inéligibilité s'applique dès maintenant. Alors, deux remarques si vous le permettez, Tricotine. La première, c'est que l'inéligibilité est prévue par la loi. Les juges ne sortent pas ça de leur manche. C'est la loi qui dit que lorsque quelqu'un est déclaré coupable de détournement de fonds, eh bien cette personne doit être déclarée inéligible. Les juges font évidemment leur office de juge, ils appliquent la loi, et aujourd'hui, à part deux exceptions qui d'ailleurs ne concernent pas Marine Le Pen, cette inéligibilité est obligatoire. C'est-à-dire que les juges n'ont même pas le choix de prononcer ou pas l'inéligibilité. Ceci dit, ce qui est vrai aujourd'hui, eh bien, ça n'était pas hier. Lors des détournements commis par le Front National, la loi était différente, elle était moins sévère. Elle prévoyait que l'inéligibilité était facultative. Donc c'est cette loi-là qui s'applique plutôt que l'inéligibilité automatique qui a été introduite dans notre droit par la loi Sapin numéro 2. Mais, eu égard à la gravité des faits reprochés à Marine Le Pen, le tribunal a décidé de la condamner quand même à l'inéligibilité. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de l'inéligibilité elle-même, c'est surtout son exécution provisoire qui est débattue. Ça veut dire que, malgré l'appel de Marine Le Pen, elle est dès maintenant inéligible. Alors là aussi, cette exécution provisoire est prévue par la loi, sur quoi, bien sûr, les juges ne pourraient pas la prononcer. Mais en fait, l'exécution provisoire d'une décision de justice, c'est quelque chose de très souvent mis en œuvre devant les juridictions françaises. Pour prendre l'exemple de la matière pénale, plus de la moitié des condamnations sont exécutées provisoirement. Concernant l'inéligibilité, eh bien, elle est beaucoup moins souvent prononcée. Elle n'est prononcée que dans les affaires les plus graves. Affaires les plus graves, celles dans lesquelles les personnes poursuivies ne reconnaissent pas les faits, les affaires dans lesquelles les infractions sont commises en bande organisée. Et c'est très exactement ce qui s'est passé dans l'affaire du Rassemblement national. Il n'est donc pas du tout étonnant que le tribunal correctionnel ait décidé que l'inéligibilité s'appliquerait provisoirement à Marine Le Pen, malgré son appel. Merci de ces précisions Sébastien. Une autre question, cette condamnation est-elle disproportionnée? Alors, non. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a déjà eu plusieurs condamnations à des peines d'inéligibilité plus graves que celles de Marine Le Pen. Je pense par exemple à François Fillon, qui s'est pris 10 ans d'inéligibilité en 2020, vous vous en souvenez, 2 fois plus que Marine Le Pen, pour exactement la même infraction, le détournement de fonds publics. Ou encore Patrick et Isabelle Balkany, qui se sont pris eux aussi 10 ans en 2019 pour fraude fiscale. D'autres élus de droite et de gauche ont aussi été condamnés récemment à des peines d'inéligibilité identiques à celles de Marine Le Pen. Par exemple, un maire, Hubert Falco, a perdu son mandat de maire de Toulon simplement parce qu'il mangeait gratuitement à la cantine du Conseil général alors qu'il n'en avait pas le droit. Des maires, des élus perdent régulièrement leur mandat pour des détournements portant parfois sur seulement quelques milliers d'euros. L'an dernier, 6 000 personnes ont été condamnées à l'inéligibilité pour des choses infiniment moins graves que le détournement qui a été commis par Marine Le Pen et par ses co-inculpés. Et j'irai plus loin si vous le permettez, Tricotine. Là,
où il y aurait un véritable scandale, là où il y aurait un véritable dysfonctionnement de la justice, eh bien, c'était si Marine Le Pen n'avait pas été condamnée au moins aussi lourdement que par exemple Hubert Falco, qui a commis quelque chose de beaucoup moins grave qu'elle. Ça, ce serait choquant. Ce serait choquant qu'au prétexte qu'elle est une candidate potentiellement éligible en 2027, elle soit moins sévèrement punie que lui. Hubert Falco, qui, je vous le rappelle, est membre du parti présidentiel, le parti d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, si la justice française était au mode du pouvoir, comme le prétend actuellement le Rassemblement national, eh bien, est-ce qu'elle aurait condamné Falco à 5 ans d'inéligibilité pour exécution provisoire? Et est-ce que vous pensez qu'il est normal que ce soit la justice qui prenne cette décision aux conséquences politiques évidentes? La question est très intéressante, Tricotine. En effet, lorsque la loi a été votée, la question s'est posée de savoir si c'était une bonne idée ou pas de confier ce pouvoir à la justice. Il y a eu des débats au Parlement à ce sujet, j'ai consulté les débats parlementaires de l'époque, et finalement, le Parlement a voté cette peine complémentaire et a confié à la justice le pouvoir de l'infliger. À l'époque, le monde judiciaire était d'ailleurs assez partagé à ce sujet, parce qu'il faut bien dire que c'est quand même un cadeau un petit peu encombrant qui a été fait à l'institution judiciaire, pour ne pas dire qu'il s'agit du fameux bâton qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Pouvait-on imaginer d'autres solutions que l'inéligibilité automatique infligée par le juge pénal? Oui, évidemment, Tricotine. Il y avait plusieurs autres solutions. Par exemple, il aurait tout à fait été envisageable de confier au Parlement lui-même, c'est-à-dire au peuple français, par l'intermédiaire de ses élus, de confier au Parlement lui-même de décider si, oui ou non, tel élu condamné devait être déclaré inéligible ou pas. Un petit peu comme pour la levée de l'immunité parlementaire, par exemple. Ça, c'était tout à fait envisageable. On aurait pu aussi décider de ne pas rendre inéligible du tout le délinquant condamné et de renvoyer la question aux électeurs et aux électrices, en laissant faire les scrutins. En disant, bon, bah voilà, vous avez tel ou tel candidat, telle ou telle candidate qui a été condamné pour avoir manqué de probité, par exemple pour avoir détourné des fonds publics. Libre à vous maintenant de voir si vous voulez tout de même voter pour un délinquant qui a été condamné. C'était tout à fait envisageable, on aurait tout à fait pu rédiger la loi en ce sens, et ça aurait probablement été conforme à la Constitution. Ça n'aurait pas été cohérent avec l'exigence de probité envers les élus, mais c'était envisageable, et ça aurait été probablement constitutionnel. Je dis pas que ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose, ça sort du domaine du droit, ça c'est un choix politique. Je dis seulement que c'était envisageable, mais que le législateur a décidé autre chose. Merci pour ces explications. Dernière question. La justice a récemment annoncé que la décision d'appel interviendrait rapidement dès début 2026 dans cette affaire. Cela a été vu comme un désaveu de la condamnation par le tribunal. Qu'en pensez-vous? Alors, non. La Cour d'appel de Paris a effectivement déclaré que l'affaire serait audiencée, c'est-à-dire qu'elle serait jugée par la Cour d'appel pendant le premier semestre 2026. Vous savez, la justice française est gravement sous-dotée en personnel, gravement sous-dotée en moyens, et c'est pourquoi elle est lente. Et le délai moyen pour obtenir une décision d'appel est hélas plutôt de l'ordre de 2 ans à Paris. Dans l'affaire du Rassemblement national, parce qu'il y a l'échéance de l'élection présidentielle de 2027, il a été décidé de rapprocher la décision de la Cour d'appel. La Cour de cassation a d'ailleurs déclaré elle aussi qu'elle avançait son agenda politique pour rendre sa décision au premier trimestre 2027, là aussi avant les élections. Ça, ce sont les faits. Alors, dire que ces décisions sont des désaveux de la décision du tribunal correctionnel, eh bien c'est faux. Tout condamné a le droit de faire appel de sa condamnation. Marine Le Pen et ses co-condamnés font appel, et il y aura probablement aussi un pourvoi. Et la Cour d'appel et puis la Cour de cassation aussi s'organisent pour juger rapidement ce procès hors norme. Alors on ne peut pas en déduire un quelconque désaveu, c'est juste une mesure de bonne administration de la justice. Et j'aimerais en revenir à ce sujet sur ce reproche, cette suspicion de désaveu. Imaginez que la justice n'ait pas décidé d'accélérer les choses, n'ait pas décidé d'accélérer la procédure, et que cette affaire ait été jugée en 2027, avec un pourvoi en cassation jugé peut-être en 2028, après la présidentielle. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu comme reproche de la part de tous ceux et de toutes celles qui prétendent aujourd'hui que la modification du calendrier judiciaire est un désaveu de la décision du tribunal correctionnel? On ne peut pas comme ça jouer à pile je gagne, face tu perds. Un grand merci Sébastien pour tous ces éclaircissements. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sébastien prochainement sur sa chaîne Twitch pour parler de cette vidéo.
Oui, Tricotine. Nous nous retrouvons tous les mardis et les vendredis sur Twitch à partir de 20h30. Le lien de ma chaîne Twitch est ici et en description. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Pour finir, Sébastien, je crois que vous avez un petit message personnel. Oui, effectivement, Tricotine. Le copain Cyril de la chaîne Le Grand Virage, a un nouveau projet de documentaire. Et pour ça, il a besoin de votre aide. Il a déjà produit récemment un documentaire de grande qualité sur Rennes-le-Château et il a très envie de remettre ça sur un autre sujet. Mais pour ça, il a besoin d'un financement et c'est pourquoi il a lancé un appel à financement participatif. Le lien vers sa vidéo de présentation est là aussi, ici et en description. Merci à Jaffi, notre partenaire du jour. Pour vos commandes, n'oubliez pas d'utiliser mon code de réduction les amis. D'ailleurs, moi je vais retourner grignoter un peu. Cette émission m'a donné faim. Si vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente de ce que nous faisons d'habitude sur Vous avez le droit, Tricotine et moi, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Et naturellement, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. C'est la dernière fois que je fais une interview le ventre vide. C'est quand même moi la star de l'émission après tout. En plus, on ne m'a presque pas vue alors que j'avais brossé mon poil exprès. Franchement, c'est honteux. Je veux parler à mon agent. C'est insupportable. Je pars en week-end.